Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, relaxation. J'ai retrouvé pendant mes préparations pour un déménagement, j'ai retrouvé un petit fascicule qui date d'il y a quelques années quand j'habitais à Angoulême. Donc un petit fascicule de Cultura avec une sélection de BD et peut-être même de comics, je sais pas, on va dire des BD. Et je me rappelle que je l'avais feuilleté à l'époque pour voir s'il y avait des œuvres qui pouvaient m'intéresser. Et du coup, je voulais le relire avec vous. Et cette fois-ci, noter précisément dans un coin les œuvres qui m'intéressent pour pouvoir peut-être un jour les acheter et les lire. Et comme ça, après, je pourrais du coup jeter ce fascicule pour faire un peu de place. Même si bon, c'est pas ce qui prend le plus de place, mais bon, quand on accumule, au bout d'un moment, faut savoir faire du vide. Je sais pas s'il y a la date 2015. Voilà, c'est parti. Alors, je vais pas tout lire. Alors évidemment, pour ceux qui ne savent pas, Angoulême qui est réputé pour son festival de la BD, je vais lire le petit édito déjà. Véritable événement culturel et plus important rassemblement de l'Hexagone dédié au 9e art, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est l'occasion chaque année de s'arrêter un instant et d'observer tel un instantané la production BD dessinée mondiale. En 2015, Cultura est fier de renouveler son partenariat avec le festival, notamment par l'organisation du prix Public Cultura. Sur place à Angoulême ou via le site cultura.com, vous pouvez ainsi choisir parmi 8 titres et participer à l'élection de l'album qui mérite selon vous le prix Public Cultura. Blabla, bon c'est de la pub pour Cultura, donc je vais peut-être passer en fait. Bref. Ok. Cultura par-ci, Cultura par-là. Ouais, je vais peut-être pas tout lire. En fait, je sais pas si j'avais... Ok, je vois que j'avais déjà entouré certains. Donc j'avais déjà regardé. Du coup, je vais peut-être en lire quelques-uns. Je vais lire ceux que j'avais entourés, puis je vais en lire quelques-uns que j'avais pas entourés au hasard. Donc on va commencer par le livre L'Arabe du futur. Lauréat du prix du meilleur album à Angoulême en 2010. Rayat Satouf construit depuis près de 15 ans une œuvre remarquable qui s'étend depuis quelques années au cinéma. Observateur averti de la tragédie contemporaine, il entame avec l'Arabe du futur un triptyque autobiographique et fait le récit étonnant d'une enfance passée entre la France et la Syrie. Là on a Bêta Civilisation volume 1. Au carrefour des sciences et de la recherche graphique, ce livre mêle cosmogonie, histoire des arts et prospective, et dévoile ses secrets en proposant plusieurs pistes de réflexion sur nos civilisations. Ensuite ici on a Building Stories de Chris Ware. Building Stories ressemble à un jeu de société et sa boîte renferme 14 livres, tous différents par leur forme et leur format. Lisible dans n'importe quel ordre, il compose le parcours d'une jeune fleuriste unijambiste.
sa quête de l'âme sœur et la vie de son petit immeuble de 3 étages. Lauréat du prix du meilleur album, nanana, une œuvre impressionnante dont la magie opère instantanément. Loki and Key, tome 6, Alpha et Omega. En multipliant les hommages et les références aux grands écrivains du fantastique, Joe Hill est devenu en quelques mois l'un des grands scénaristes du comic. Se démarquant du style de Stephen King, son père, il n'en conserve pas moins la recherche psychologique et sociologique qui se trouve au cœur de ses récits d'horreur et offre une immersion au plus profond de nos pires cauchemars, soutenue par le dessin cru et dérangeant de Gabriel Rodriguez. Alors là, on en a un que j'avais sélectionné. Je me souviens plus ce que c'est, donc je vais relire. Alors, Lune, l'envers de Blutch. Alors, un auteur qui n'a plus envie d'écrire le best-seller que le monde attend de lui. Une jeune femme prisonnière d'un travail aliénant dont elle ne comprend plus l'utilité. Un univers fantastique, étrange et inquiétant. Grand prix du festival en 2010. Blutch n'est jamais là où on l'attend et propose avec une mise en couleur très originale une réflexion surprenante sur la création et les tic-tac quotidiens. Ulysse, les chants du retour. Ulysse regagne l'île d'Ithaque après 10 ans d'absence et il semble bien avoir perdu la mémoire. Le français Jean Aramba, dont le précédent livre, en même temps que la jeunesse, avait été retenu en sélection officielle en 2011, se permet ici une adaptation très libre du texte de Homère, faisant quitter au lecteur le temps du récit pour proposer un commentaire libre et érudit sur cette œuvre fondamentale. Alors une autre œuvre que j'avais sélectionnée, que j'avais remarquée. Alors, vous êtes tous jaloux de mon jetpack, de Tom Gold. Littérature et jeux vidéo, histoire de l'art et science-fiction. Avec un trait sobre et une remarquable économie de moyens, l'Écossais Tom Gold remixe les idées reçues au sujet de la hiérarchie entre les arts et propose des strips d'une indicible drôlerie, publiés chaque semaine au sein du Guardian, dans la plus pure tradition de l'humour non-sens. Alors, une autre œuvre que j'avais notée. Alors, Blast, tome 4 de Manu Larsenet. Depuis, j'ai acheté un coffret avec plusieurs albums de Manu Larsenet. Et je sais plus s'il y a Blast dedans ou pas. Du coup, je sais plus si je l'ai lu ou pas. Je crois que non, parce que c'était que des tomes. C'était que des histoires en un seul tome, il me semble. Entrer dans l'univers de Blast, c'est s'interroger sur la nature humaine. Chaque lecture est une expérience nous permettant d'en découvrir de nouveaux aspects. Tout au long de l'aventure de Polza Mancini, Manu Larsenet réussit à surprendre son lecteur par sa narration mêlant thriller et récit intimiste, beauté et cruauté. Blast est une œuvre graphique profonde, empreinte de poésie, d'horreur, de folie et de raison qui évoque l'âme humaine. Avec Blast, Manu Larsenet inscrit un nouveau chef-d'œuvre réfléchi au panthéon du 9e art, à découvrir et redécouvrir. Je sais plus si je l'ai lu. J'ai vraiment une mémoire, il me semble que je l'ai pas lu.
parce que si c'est le tome 4, non, j'ai pas lu. Juste en dessous, je vois qu'il y a Last Man, tome 6, de Bastien Vives, Balak et Sandlaville. Donc j'ai jamais lu Last Man, mais j'avais regardé l'animé avec Jérémy Perrin, très très cool. Je vais quand même vous lire du coup le petit texte. Toujours plus hallucinant, Last Man percute, sans concession, avec son dynamisme et son scénario toujours aussi addictif. La fin de l'aventure de la première saison se profile, dévoile le secret des uns, éclaire le passé des autres, et laisse présager un avenir inquiétant, sinon rempli de multiples questions. Les brèches sont ouvertes, tout peut arriver. Inutile d'en dire davantage, il suffit de plonger dans la lecture de cette œuvre atypique pour en ressortir groggy et fasciné. Là, il y a Saga, je sais que je l'ai mis aussi dans mes listes d'envie, même si là je l'ai pas entouré. Un polar galactique, un Roméo et Juliette version trash, un space opéra sauce fantasy. Saga, c'est tout ça en une histoire originale, bourrée de références et terriblement rythmée. Dans ce 3e tome, un break pour notre famille modèle sur la planète Quietus, qui se révélera beaucoup plus mouvementée que prévu. Des tentatives d'assassinat, des espoirs et des projets. Ça a l'air cool. Émouvant, farfelu, inattendu et d'une formidable sincérité. Ce récit jubilatoire devrait vous laisser le sourire aux lèvres et impatient de lire la suite. Il s'agit de la BD Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, les Vieux Fourneaux. Tome 1, ce qui reste. Les dialogues sont truculents et nos 3 irréductibles septuagénaires ne manquent ni de panache ni d'énergie quand il s'agit de rappeler à la société qu'ils sont encore loin d'avoir dit leur dernier mot. Petit bijou d'humour et de tendresse, Les Vieux Fourneaux est assurément un album à lire et à offrir de bon cœur. Là, il y a des livres de humoristique. Les pompiers, les fondus de moto. Une pub pour Bécassine. Là, c'est pour les 4-8 ans. Des mini-BD. Je passe un peu quand même. Faut pas que la vidéo s'éternise. Canard farci. La grande épopée de Picsou, tome 5, le trésor de Crésus et autre histoire. Voici le 5e volume de l'anthologie, qui en comptera 7, réunissant l'intégrale des aventures de Picsou imaginées par Don Rosa. Après 3 volumes consacrés à la jeunesse de Picsou, les aventures de Gripsou milliardaire se poursuivent, à présent dans l'ordre chronologique. Un vrai trésor. Alors, là, une œuvre que j'avais entourée, Les Légendaires. Le nom me dit quelque chose. C'est français, il me semble. Je me demande même si c'est pas fait Angoulême, je sais plus, il n'y a pas eu un dessin animé. Je sais pas, peut-être que je confonds. De retour à Oroban, donc là on parle du tome 17. Les Légendaires sont missionnés par le roi Larbosa pour enquêter sur une mystérieuse envoyée des dieux, Calandre. Cette dernière promet à tous ceux qui rejoindront son mouvement religieux d'être épargnés par les conséquences néfastes de l'accident Jovenia. Accessoirement, les Légendaires vont retrouver un être cher qu'ils croyaient à jamais disparu. Avec humour et un sens des péripéties qui lui est propre,
Patrick Sobral poursuit sa saga de fantaisie d'une main de maître avec le premier tome de ce nouveau diptyque. Là, humour enfant, on a les Simpsons, les lapins crétins, Toto. Je vais juste lire le petit texte sur les Simpsons, vu que j'aime bien les Simpsons. Donc c'est les Simpsons tome 26. 26, confidentiel. C'est la semaine internationale à l'école de Bart et Lisa. Les deux enfants Simpson vont échanger avec un correspondant étranger, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences planétaires. Dans la seconde histoire, retour d'Aztèque de cheval, la vie de la famille de Springfield se voit bouleversée par l'arrivée d'un vieil Aztèque. Deux aventures désopilantes qui, à leur manière, en disent long sur l'état du monde. Il y a une autre œuvre que j'ai entourée, La vie sans Maliki. Non, ça c'est pas le nom de l'œuvre, pardon, c'est le titre de l'article. Et le livre, la BD, c'est Hello Fucktopia. Mali est une étudiante parisienne un peu en marge, le casque audio toujours collé aux oreilles, qui semble avoir un penchant alcoolique, des relations compliquées avec les mecs et que même ses études d'art plastique ne comblent pas. Heureusement, ses amis, Thémis et Stéphane, sont là pour veiller sur elle. Avec Hello Fucktopia, Souillon s'échappe un instant de son autre création, Maliki, en proposant une sorte de vision alternative et dégénérée. Défouloir à la fois trash et drôle, Hello Fucktopia se situe entre manga et comique dépressif, avec des dialogues réellement jubilatoires. Alors j'ai mis ça, je pense, parce que je connais de nom Maliki, la BD. C'est assez connu, mais j'ai jamais lu, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, je sais que beaucoup de gens trouvent ça bien, donc voilà. Ensuite, en dessous, on a Soda, ça c'est connu aussi. Jamais lu, ça m'a jamais trop intéressé, je crois, mais je vais quand même relire le texte. Policier le jour, Soda se fait toujours passer pour un pasteur aux yeux de sa maman, Marie Solomon, pour ne pas l'effrayer. Alors que les traumatismes du 11 septembre ont laissé à Manhattan une plaie béante dans le quotidien de Soda, la paranoïa et la politique ultra-sécuritaire vont bientôt avoir un effet boomerang. Après 9 ans d'absence, Tom a enfin repris la plume pour poursuivre les aventures de Soda. Un retour en fanfare salué par un 13e album essentiel. Et là, il y a un petit encadré sur un coup de cœur. Undertaker, donc pas le catcheur. Tome 1, le mangeur d'or. Est-ce dû à sa vocation de croque-mort? Toujours est-il que Jonas Crow use d'un amour à froid en toutes circonstances. Il est vrai que son quotidien charrie son lot de surprises. En effet, demandé expressément dans la petite cité minière d'Anoki City, Jonas Crow se voit chargé par le richissime propriétaire de l'exploitation d'un enterrement particulier, le sien. Bien évidemment, les choses vont très vite se compliquer pour ce fossoyeur mystérieux. Le duo d'auteurs d'Asgard se réunit à nouveau pour le meilleur et investit avec bonheur tous les codes du western, du grand art. Là, il y a une petite planche de la BD Undertaker. Je vais vous la lire. Les gens ne nous aiment pas. Il y en a qui disent que c'est parce qu'on passe notre temps avec les Maccabées.
on refilerait la mort comme d'autres refilent la petite verrue. Non, la petite vérole, pardon. Pareil aussi qu'on sent mauvais et qu'on porte malheur. Allez savoir où ils ont été pêchés ça. Le fait est que les gens ne nous aiment pas, et c'est tant mieux. Je ne les aime pas non plus. Alors, L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, 3 tomes disponibles à l'édition Delcourt. Lord anglais aux dessins les plus nobles, Byron Peck écume l'Arizona en compagnie de son homme de main, Hogarth, pour récupérer des documents qui pourraient changer à jamais le destin de l'Amérique. Malheureusement, il trouve sur sa route des Mexicains plus ou moins révolutionnaires, Margot et Garin, son épouse, passée à l'ennemi, ainsi que Tim Bishop, un bagagiste béné amoureux transi de cette dernière. C'était Margot de Garin, pas Margot et Garin, pardon. Humour noir et dialogue au cordeau font de cette série western un peu particulière un must du genre. Ça peut être sympa aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est des œuvres historiques. Alors, Kernsten, tome 1, Pacte avec le mal. Mars 1939. Citoyen finlandais, le docteur et masseur Felix Kersen exerce en Allemagne. Il parvient à soulager Himmler de ses douleurs abdominales chroniques et devient dès lors son médecin attitré. Je suis fatigué, désolé. Mais rapidement, assistant aux prémices de la politique d'extermination nazie, Kersten cherche à sauver quelques-uns de ses amis juifs et use pour cela de sa relation privilégiée avec le Reichsführer. Ce ne seront les premiers que les médecins... Oula, excusez-moi encore. Ce ne seront les premiers que le médecin parviendra à épargner. Chronique d'un destin incroyable, proche de celui d'Oskar Schindler. Ce médecin compte parmi les justes et fut décoré de la Légion d'honneur française à titre posthume en 1960. La comédie des dieux. Donc ça c'est Oracle tome 5, la veuve. Zeus provoque régulièrement la jalousie de sa compagne Héra, précédée par sa réputation d'apprécier les charmes des humaines. Pour se venger de l'une d'entre elles, Sidippe, qui a eu le malheur de se vanter de sa liaison, Zeus demande à Poséidon d'ensevelir la cité d'Argos, où vit l'époux de Sidippe et ses enfants. Rongée par la douleur, cette dernière menace de tout révéler à Héra. Cette série où les dieux se font damer le pion par les humains réserve décidément de bien bonnes surprises, et ce 5e tome en est encore un exemple. Là on a un coup de cœur encore, Le monde de l'épée de cristal, tome 1, Zoria la Noire. 2 siècles après la grande nuit de cristal, Zoria la Noire est jugée et condamnée à l'exil sur l'île de Laichi. Mais avec la disparition de l'impératrice Zoria et la mort prochaine de sa mère, l'Anéite, le pays de sulfure tremble déjà sous le poids d'une succession hasardeuse. L'Anéite décide alors d'envoyer Colope récupérer Zoria par la force. Sylvia Douillet et Fabiolé s'acquittent avec bonheur de donner une suite à la série culte de fantaisie L'épée de cristal. Une belle réussite pleine de fureur, de sensualité et de cruels rebondissements.
Vu que c'est un coup de cœur, il y a une planche. Île de Leishi, au-delà du pays de Sulfure, en l'an 200 après la grande nuit de cristal. Zoria la Noire, impératrice de Sulfure, les anciens t'ont reconnu coupable. Coupable de crimes contre le peuple de la Corne Céleste. Durant 2 longs siècles, tu n'as répandu que persécution, meurtre. Je puis encore te sauver, tu n'as qu'un mot à dire. Implore le pardon, hurle la faveur d'une grâce que des oracles t'entendent. Déportation, emprisonnement, esclavagisme, que dis-tu? Torture. Je suis pas sûr qu'elle se laisse faire, la Zoria. Elle a l'air coriace. Là, on passe dans de la fantaisie. Qu'est-ce que je pourrais vous lire? Je suis pas trop fantaisie, moi. Mais bon. Bon, je vais mettre un classique. Enfin, j'ai lire un classique. Landfust de 3. Ah non, c'est Landfust Odyssey et c'est Trolls de 3. Bon, je vais lire Landfust Odyssey. Je sais pas si c'est un lien avec Landfust de 3. Ça existait, ça me semble. Ou je dis peut-être des grosses conneries, désolé. Alors, Landfust Odyssey, tome 6, le Delta Bilieux. Croyant Ébus mort, Landfust et ses 4 épouses remontent le fleuve Bilieux à la recherche de l'épice pour sauver le Magohamot et raviver la magie sur 3. Si c'est bien Landfust de 3, ok. Je me suis pas trompé a priori. Pendant ce temps, Ébus tente d'alerter ses compatriotes du danger que représente l'élite. Humour, fantaisie et le dessin enlevé de Didier Tarquin font désormais partie du cocktail savant de Landfust, déjà un classique. Science-fiction. Pas mal de trucs là. Je suis plus science-fiction que fantasy. Hein. Alors, Siberia 56, tome 2, Morbius. Mais quelle est donc cette mystérieuse créature qui fait de Siberia 56 une terre si hostile pour l'homme? Sans compter son atmosphère irrespirable et ses moins de 100 degrés Celsius de moyenne. Siberia est la 56e planète de précolonisation terrienne, sauf que les humains ont décidément du mal à la coloniser. Christophe Beck et Alexis Santenac lèvent un peu le voile sur cette planète qui ne semble décidément pas réussir à l'homme. De la SF classique et efficace. Ensuite, en dessous, on a Universal World War II, tome 2, La Terre Promise de Denis Bajram. C'est assez connu aussi, il me semble. Rapatrié sur Kalish, Théa enrage que son oncle ait préféré envoyer Vidon pour commander la flotte de secours vers Mars. Ce dernier ne tarde d'ailleurs pas à découvrir que la planète rouge a bel et bien disparu et est loin d'être le seul événement dramatique à venir. Denis Bajram poursuit avec une cohérence artistique et thématique sa saga destructrice de science-fiction. Accessoirement, il manie et maîtrise visuellement les concepts SF avec une maestria qui donne le tournis, un must. Puis en dessous, on a encore une œuvre connue et reconnue, c'est Silage, il me semble. Hein. Après, je suis pas spécialiste, mais Silage, tome 17, Grand Froid. En mission sur la planète Trige 68, Nevis doit récupérer un mystérieux artefact, l'ornosphère, à la demande du magistère. Mais les événements ne se passent pas tout à fait comme prévu, de temps que Nevis évolue sur la planète où elle a rencontré Clément Vidieux, le père de son enfant. Morvan et Bûcher prennent un malin plaisir à jouer avec la destinée de leur héroïne et renouent pour l'occasion avec les événements du 3e tome, l'un des tout meilleurs opus de la série.
Comics. Qu'est-ce que je pourrais lire? Alors, Tony Chu, détective cannibale, 8 tomes disponibles. L'inspecteur Tony Chu a un don ou une maladie rare, c'est selon. Il est cybopathe, c'est-à-dire qu'il a la capacité de tracer l'origine des aliments qu'il ingurgite. Pas terrible quand on mange des fruits ou un hamburger, mais redoutablement efficace quand on enquête sur un tueur cannibale. Il suffit de croquer et de mâcher un peu du vilain pour se retrouver la piste et les dépouilles des victimes. Un ton résolument original pour cette série qui n'est pas moins. Amateur d'humour noir, c'est pour vous. Ensuite on a The Wake de Sean Murphy et Scott Snyder. Sean Murphy, je me demande, c'est pas lui qui a fait Punk Rock Jésus, qui est un comics que j'aime beaucoup, enfin que j'aime bien, que j'ai lu plusieurs fois, 2 fois je crois. Je sais pas, il me semble que c'est lui. Vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a des connaisseurs. Sinon je ferai une recherche Google de mon côté. Chercheuse au passé sombre, le docteur Archer est réquisitionné par une organisation gouvernementale pour un projet en Alaska. Dans une base sous-marine à quelques kilomètres sous la surface, elle doit étudier une créature aquatique en apparence belliqueuse. Le duo Sean Murphy et Scott Snyder déroule un récit complexe et passionnant, naviguant entre passé, présent et futur et exploitant au mieux les traumas de ses personnages. Un cauchemar sous-marin qui ne laisse pas indifférent. Et puis on va finir avec un grand classique, un héros que tout le monde connaît, Batman, volume 1, La mort en cette cité, édition Urban Comics. Retrouvez les plus emblématiques des ennemis de Batman, le Joker, le Pingouin, Poison Ivy, Zatanna ou Harley Quinn, dans pas moins de 11 aventures complètes. Premier des 3 tomes dédiés à cette anthologie, ce recueil de 280 pages rend hommage à Paul Dini, l'un des plus brillants scénaristes de ces dernières années, responsable entre autres de la formidable série d'animation produite pour le petit écran et qui a notamment marqué l'univers du justicier Chauve-souris par son apport mythologique. Et voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, relaxé, peut-être fait découvrir certaines œuvres. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée, et je l'espère, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.